Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le 5e sommet mondial sur l'innovation et l'entrepreneuriat. L'événement se tient au Maroc. La Guinée y prend une part active. Des équipements que vous allez voir tout à l'heure et qui sont destinés à la Guinée et aux autres pays touchés par Ebola. C'est une aide de l'Union européenne dans la lutte contre l'épidémie. Et puis un conseil pour les artistes guinéens, si vous voulez que vos clips passent à la RTG, c'est simple, il faut qu'ils reflètent la culture guinéenne. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre avec un léger retard, on s'en excuse. Tout d'abord, ce message départ du président de la République, professeur Alpha Condé, adressé à son Excellence monsieur Tamam Salam, président par intérim de la République libanaise. Monsieur le Président, à l'occasion du 71e anniversaire de l'indépendance de la République libanaise, je tiens à adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple et au gouvernement libanais mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma ferme volonté d'œuvrer davantage au renforcement et à la diversification des liens d'amitié et de coopération existants si heureusement entre nos deux pays. En vous souhaitant mes vœux ardents de santé, de longévité ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple ami libanais, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Coup d'œil sur les travaux du sommet mondial sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Cette 5e édition a lieu à Marrakech, en plein cœur du royaume chérifien. Plusieurs thèmes à l'ordre du jour. La délégation guinéenne conduite par le chef de l'État s'intéresse particulièrement au thème des villes intelligentes et de la santé. Sanassi Keita. Ce 5e sommet global sur l'entrepreneuriat est axé autour du thème « Exploiter la puissance de la technologie en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat ». Véritable opportunité pour l'Afrique en ce qui concerne la création d'emplois. En ce qui concerne la création d'emplois, la vulgarisation des nouvelles technologies en Afrique donnera des opportunités de formation et d'employabilité à des parties de plus en plus larges de la population et de la main-d'œuvre qui était resté longtemps exclu des progrès de l'économie moderne. Le renforcement de la coopération entre les pays est indispensable pour la réalisation de cette vision pour l'Afrique, celle du développement des nouvelles technologies. Pour la réalisation de cette nouvelle vision pour l'Afrique, il convient également de mettre l'accent sur la nécessité de la coopération internationale, aussi bien nord-sud que sud-sud, y compris l'intégration régionale. Au-delà de la science technique et financière, le renforcement du partenariat économique et commercial entre les nations est essentiel au transfert de technologies et à l'ouverture des marchés des pays industrialisés et des pays émergents aux entreprises des pays en développement. À cet égard, nous avons accueilli avec satisfaction le programme Young African Leader Initiative du président Obama qui a permis à des jeunes entrepreneurs guinéens et africains dynamiques de bénéficier de l'expérience théorique et pratique des plus grandes entreprises américaines et de promouvoir ainsi l'innovation, les investissements, la croissance et la réduction de la pauvreté. Pour cette initiative de développement des technologies de l'information, plusieurs projets ont été engagés en Guinée par le chef de l'État pour permettre aux jeunes d'avoir une large maîtrise des outils informatiques. La connexion de l'ensemble des établissements secondaires, professionnels et supérieurs à l'Internet est déjà en cours de réalisation. Une autre initiative en cours de réalisation en Guinée, en collaboration avec le groupe Bolloré, consiste aussi à encourager le développement de nouvelles technologies par la création autour d'une ligne chemin de fer de Blue Zone entièrement indépendante en énergie, en eau et Internet. Ces Blue Zones qui permettront le développement d'activités économiques et socio-culturelles pour la jeunesse accueilleront des cités technologiques qui sont des espaces dédiés au développement et à la création de nouvelles entreprises innovantes. Ces centres permettront à ces entreprises de valider leur innovation en situation réelle et de trouver des partenaires. Une première cité technologique a déjà été inaugurée à Conakry et d'autres vont suivre. La Guinée est en train de se doter de 2000 km de fibres optiques permettant l'accès à l'Internet et aux nouvelles technologies de l'information pour l'ensemble de nos populations. Nous évoquons ces projets dans le but d'encourager les participants
de cet important sommet à nouer des partenariats technologiques et financiers avec les entreprises guinéennes pour impulser l'innovation. Encourager les investisseurs étrangers à nouer de solides contacts avec les entreprises guinéennes dans le but d'impulser l'innovation. L'innovation pour apporter une touche dans le développement socio-économique de la Guinée. À marge de ces travaux, le président de la République a accordé quelques audiences. Professeur Alpha Condé met au cœur de ses déplacements l'intérêt du peuple guinéen. Sanassi Keita. Soutenir les efforts du président de la République dans la création de petites et moyennes entreprises en Guinée. C'est la principale configuration de cet entretien de l'administrateur des PME des États-Unis d'Amérique, le professeur Alpha Condé. J'ai bien aimé cet entretien avec le président de la République. Il a une vision réelle du développement de son pays et il peut vraiment compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Nous allons nouer de solides partenariats ensemble pour le bien-être de nos peuples, car la Guinée est un pays qui a besoin d'accroître son économie pour faire face à ses besoins au profit de son peuple. L'administrateur des petites et moyennes entreprises des États-Unis d'Amérique n'a pas manqué d'exprimer son soutien au professeur Alpha Condé. L'Afrique a besoin aujourd'hui de développement, étant un continent d'avenir. Nombreux sont les chefs d'État qui ont des visions extraordinaires et le président Alpha Condé est dans cette logique. Il vient de dire que la Guinée est ouverte à tous les pays du monde pour développer des partenariats gagnant-gagnant. Le président de la République peut déjà compter sur la coopération avec les États-Unis d'Amérique. Nous sommes prêts à l'accompagner dans la réalisation de ces nombreux projets de développement engagés dans son pays. Enfin, le président de la République a reçu en audience le ministre marocain des Affaires étrangères. La diversification des relations entre la Guinée et le royaume chérifien était au centre de ces échanges qui ont duré plus d'une quarantaine de minutes. Et puis cette note du bureau de presse de la présidence de la République pour nous informer que le président de la République française, son Excellence M. François Hollande, effectuera à compter de la semaine prochaine une visite de travail et d'amitié à Conakry. Depuis le début de la crise, vous le savez, depuis le début donc de la crise Ebola, la France assiste la Guinée dans sa riposte contre l'épidémie. La visite du président français consacrera la mise en œuvre des actions du plan de lutte contre le virus Ebola dans notre pays. Certes, on a quelques dames entrepreneurs dans ce pays, mais globalement, la Guinée est un peu à la traîne dans ce secteur, globalement dominé par les hommes. Et pour rompre ce dictat, 62 jeunes dames viennent d'être certifiées après une formation, initiative de nos amis américains. Reportage de Safia Toukondé. Elles sont toutes jeunes et entrepreneurs. Elles célèbrent la journée mondiale de l'entrepreneuriat féminin. Ces jeunes filles réunies à l'ambassade des États-Unis reçoivent leur certificat en entrepreneuriat. Il ne fallait pas juste se dire que nous sommes des femmes, on ne peut rien faire, ou dire non, être entreprenante, ce n'est pas mon domaine, ou dire je ne suis pas capable de le faire, ou non, à l'université, j'ai fait sociologie ou droit, donc je me limite là, je n'ai pas fait le marketing. Moi, je me dis non. Au fur et à mesure, on apprend, on ne finira jamais d'apprendre, et quand on apprend, c'est pour nous. Donc moi, je préfère travailler pour moi-même. Au nombre de 62, ces filles prônent leur autonomisation à travers des projets déjà montés pour certaines. D'autres en cours d'élaboration seront accélérés car un diplôme obtenu a tout son pesant d'or. Nous les avons initiés à l'esprit d'entreprise, ensuite à la création d'entreprise, après au développement d'entreprise et maintenant nous les certifions parce qu'elles sont aptes à se développer elles-mêmes, à créer leurs propres entreprises. Depuis des décennies, l'entrepreneuriat se féminise en Guinée. À travers le pays, nous comptons aujourd'hui une centaine de femmes chefs d'entreprise. À l'Assemblée nationale, on est entré dans l'examen des budgets sectoriels. Hier, le dossier du ministère de la Ville était sur la table. Le ministre plaide pour une augmentation de son budget 2015. Il évoque des projets urgents. François Lamar.
À l'hémicycle, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire est parti du document de la politique nationale de l'habitat appelé Habitat Vision 2021 pour justifier l'urgence dans l'exécution de sa mission. Mission qui privilégie l'actualisation du chemin national d'aménagement du territoire, l'appui et l'assainissement des villes et la promotion du logement social. Pour réussir le pari, en 2015, le ministre a plaidé pour l'augmentation de son budget sectoriel revu à la baisse, soit plus de 194 milliards de francs guinéens en 2015 contre plus de 206 milliards en 2014. Nous sollicitons que soit pris en compte dans la loi de finances de 2015 l'inscription d'un montant de 2 milliards 500 millions de francs guinéens pour le fonctionnement des services nouvellement créés. L'inscription d'un montant complémentaire de 361 milliards 966 millions 528 148 GNF correspondant aux besoins en investissement du secteur pour permettre au département de faire face aux différents projets qui sont pour la plupart en cours d'exécution et qui s'inscrivent tous dans la feuille de route du gouvernement. Ce sont plusieurs questions posées par les députés relatives, entre autres, au conflit de compétences entre le ministère et d'autres départements ministériels, à l'application des schémas directeurs d'aménagement des villes, des questions auxquelles a répondu le ministre. Nous avons voulu qu'on ait une politique réelle de la ville, c'est-à-dire qu'un engagement de l'État à vouloir nous amener dans un avenir proche vers une destination que nous souhaitons agréable pour toute la Guinée. Nous sommes satisfaits de tout ce qui a été dit ici et nous pensons que l'État va mettre les moyens à la disposition de ce département pour que Conakry soit vivable. Le président de l'Assemblée nationale a dans la même logique appelé au soutien du ministère de la Ville pour la réalisation de ces projets avant d'inviter les honorables députés à remplir les formalités de détachement de la fonction publique. Engager autant que le ministre de la Ville pour permettre à ce pays d'avoir enfin un palais de l'Assemblée nationale. Et en second lieu, parce que nous devons enfin faire en sorte que nous puissions ressembler à tous les autres pays du monde. D'autres départements ministériels sont également attendus pour venir défendre leur budget sectoriel de 2015. La Commission électorale nationale indépendante poursuit sa série de formations sur l'usage de la biométrie dans le processus électoral. Ce matin, un groupe de cadres de la société civile et de la presse était en formation. L'idée, c'est de leur montrer l'importance de la biométrie dans l'élaboration du fichier électoral. Explication, Mike Medonzo. La biométrie dans le processus électoral vise à assurer l'égalité des votes basée sur le principe de sécurité et de fiabilité. C'est pourquoi la Commission électorale nationale indépendante forme les médias et les organisations de la société civile sur l'usage de la biométrie. Au niveau de la CENI, nous prenons conscience à la fois de la fragilité des données, mais de l'obligation de les sécuriser et de protéger les données. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous avons tenu à vous faire bénéficier justement de cette dynamique que nous avons impulsée pour que le dialogue aussi puisse s'instaurer valablement. La modernisation du fichier électoral est attendue par tous les acteurs du processus. La CENI entend ainsi démontrer les performances dans le cadre de cette opération. Il s'agit aujourd'hui d'interpeller la société civile et tous les acteurs, qu'ils soient pour les acteurs du processus électoral ou pas, sur le danger que constituent ces fichiers électoraux et la nécessité de nous impliquer tous sur l'interpellation du législateur pour légiférer sur cette technologie et l'encadrer. Le nouveau fichier électoral répond presque à toutes les exigences de la biométrie. L'objectif de la CENI étant d'organiser un scrutin débarrassé de toute irrégularité. Autre formation, celle donnée cette fois-ci aux gouverneurs et préfets. 3 jours d'échange sur le contenu de la bonne gouvernance. L'atelier a eu lieu à Kindia, une retraite pour mieux se concentrer sur des thèmes comme la stratégie de communication sur Ebola. Mohamed Lamine Camara. Parmi ces gouverneurs et préfets, il y a une frange importante de nouveaux cadres qui ont besoin d'être affûtés. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation privilégie la formation des cadres pour la professionnalisation du corps de commandement territorial.
3 jours durant, ces chefs de circonscription territoriale ont appris le b.a.-ba des principes de bonne gouvernance locale participative et la stratégie de communication de lutte contre l'épidémie à virus Ebola. La démarche vise à familiariser ces responsables territoriaux avec de nouvelles exigences d'une administration de développement pour accompagner efficacement les collectivités à la base. Sans une administration efficace, l'État lui-même est fragilisé. Ce sont les gouverneurs, préfets, sous-préfets, les maires. Disons, c'est l'administration territoriale qui est en contact permanent avec les populations et le rôle qu'il faut constamment renouveler pour nos administrateurs, c'est de les former afin qu'ils soient le plus possible au service des populations. Au cours de ces 3 jours de formation, 9 modules ont été dispensés par les hauts cadres de l'administration publique. Ces administrateurs territoriaux se sont appropriés de l'éthique et de la déontologie de l'autorité administrative territoriale. Nous pensons que la formation que nous avons ici doit nous permettre aujourd'hui de pouvoir donner des résultats et cela, chacun doit se battre dans sa localité. Il nous a été demandé, et nous avons d'ailleurs convenu, de conjuguer encore davantage les efforts, participer réellement à la campagne de riposte contre ce fléau, parce que, comme vous le savez, rien ne peut se faire à l'intérieur du pays sans les administrateurs territoriaux. Ces gouverneurs et préfets retournent dans leurs circonscriptions respectives, outillés de nouvelles connaissances de commandement territorial pour agir localement dans les règles de l'art. On parle réforme dans cette édition avec ces nouvelles structures créées à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Une seule motivation, mobiliser plus de ressources financières. Mais avant, il faut former le personnel, notamment les inspecteurs et contrôleurs de la Sécu. Mangafo Détouré. La Caisse nationale de sécurité sociale dans la dynamique du changement. Des réformes engagées par l'institution visent à renforcer les capacités du personnel pour améliorer la couverture sociale en Guinée. La CNSS se veut désormais un outil de développement de la nation. Cette autre formation des enquêteurs et des inspecteurs est une réponse à l'aspiration des autorités pour la pérennité des prestations et de la disponibilité des ressources financières. Nous avons déjà le corps des employeurs, les contrôles employeurs, et ces contrôleurs sont déjà rompus à la tâche. Mais nous devons les outiller davantage. Au-dessus de ces contrôleurs, un troisième corps va être instauré, c'est celui des inspecteurs qui sont capables de faire des redressements au niveau des employeurs. Pour jouer efficacement son rôle, la Caisse nationale de sécurité sociale doit disposer des ressources financières suffisantes. Les employeurs font souvent des fausses déclarations pour échapper à certaines obligations contributives envers la sécurité sociale. Cette formation des enquêteurs et des inspecteurs va permettre d'empêcher l'évasion contributive pour le respect des obligations sociales. Le cabinet ADESCO est mis à contribution pour aider les stagiaires à déceler ces défaillances de certains employeurs. Le renforcement des capacités du personnel apparaît comme un impératif pour amener les employeurs à respecter les obligations sociales et partant permettre à la Caisse de sécurité d'améliorer la couverture sociale en Guinée. 17 camions, 2 millions de paires de gants et d'autres équipements pour un coût d'un peu plus d'1 million d'euros. C'est un soutien de l'Union européenne dans la lutte contre Ebola. Les 3 pays touchés par l'épidémie se repartiront cette aide logistique et matérielle. Le navire battant un pavillon néerlandais transportant ces équipements a accosté ce vendredi au port de Conakry. Fodé Camara. Venant du vieux continent, ce navire de grande capacité vient de jeter l'ancre au port autonome de Conakry. À son bord, un lot important de matériel et équipements, une trentaine de véhicules, camions, ambulances, pick-up et minibus. C'est une marque de grande solidarité, je crois, de l'Union européenne. C'est plusieurs États membres et l'Union européenne elle-même qui s'est mobilisée pour remplir ce très grand navire de biens humanitaires qui vont servir à la lutte contre l'Ebola. Mais ça fait donc partie d'un effort commun de l'Union européenne et de ses États membres.
En plus du soutien logistique, des conteneurs remplis d'arsenal médical pour conforter les activités de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le but, être à la disposition de la Guinée un hôpital mobile de campagne et offrir au corps médical des matériels de protection composés de 2 millions de paires de gants. Ce matériel-là doit servir pour raffermir notre lutte contre Ebola. Je pense que, comme à la guerre, je pense que les troupes sont en ordre de bataille et que nous commençons à disposer réellement de l'armement nécessaire pour venir à bout de cette épidémie. De dire au commandant du port, déplace tel bateau pour que tel puisse accoster. Mais aujourd'hui, ce souci-là est complètement fini. Complètement fini. Ce bateau est arrivé en rade. Il n'a même pas passé 30 minutes, on a pu l'accoster. Si on parle de compétitivité dans un port, c'est à partir de ça. Ce geste de l'Union européenne frôle la barre des 6 millions d'euros pour les 3 pays de la Manoriva Union, durement touchés par l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Reportage rendu en studio par Karim Kamara. Il y a quelques semaines, toute la Guinée avait été choquée par la violence du drame de Homé. Une véritable tragédie dont on n'avait vraiment pas besoin. Justice n'est toujours pas rendue, mais ça ne saurait tarder. Le dossier est encore sur la table. Le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Kankan viennent de prendre fonction et devront également statuer sur l'affaire Zogota. Kerno Younoussaba. Cour d'appel, comme son nom l'indique, est une institution judiciaire qui juge en appel toutes les affaires déjà examinées par les tribunaux d'instance et justice de paix qui font l'objet de contestations. Celle de Kankan a compétence de statuer sur les crimes commis dans les régions de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière à travers des cours d'assises, alors que la région forestière est réputée pour ses crimes répétés ces derniers temps. Voilà les charges qui pèsent sur le nouveau procureur général près la cour d'appel de Kankan. Je vais m'employer particulièrement à ce que les lois de la République soient respectées par tout le monde. Je vais m'employer aussi à ce que toutes les décisions de justice qui ont acquis autorité de la force jugée soient exécutées. C'est aberrant de rendre une décision de justice et de rester là avec la décision en main et qu'on ne soit pas à même de l'exécuter. C'est tout ce qui fait que les citoyens n'ont pas confiance à la justice et nous allons nous efforcer pour que toutes les victimes soient rétablies dans leurs droits. Le procureur général et le premier président prennent fonction à un moment où la justice vient de franchir une étape pour son indépendance, rappelle l'inspecteur général des services judiciaires. Elhadji Mamadi Soiré tient au rétablissement de la confiance entre la justice et la population guinéenne. Je leur ai demandé de se saisir de façon insistante des dossiers sensibles tels ceux de Zogota, de Homé, ainsi que les dossiers des crimes récemment commis en vue de leur épilogue judiciaire dans le strict respect des dispositions légales. Les magistrats de Kankan m'ont fait la promesse ferme de répondre aux attentes du peuple de Guinée et de s'engager résolument dans cette tâche assignée pour que l'espoir et la confiance des populations de la zone forestière et de la Haute-Guinée reviennent à l'endroit de la justice. Le procureur de la République et le président du tribunal de première instance de Kankan ont été aussi installés dans leurs nouvelles fonctions. Ils devront désormais se focaliser à examiner tous les dossiers renvoyés devant leur juridiction. L'actualité, c'est aussi la célébration ce vendredi de la journée des pêches, une fête internationale dédiée cette année à la pêche artisanale. Le ministre Luceni Camara a fait une déclaration. Il salue le courage des travailleurs de la mer. Je vous propose de suivre un extrait. Pratiquée le long de nos 300 km de côte et dans les cours d'eau et mares à l'intérieur du pays, la pêche procure environ 50 000 emplois directs et près de 100 000 emplois indirects. Elle contribue à la mobilisation des recettes, à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la génération de revenus pour les communautés des pêcheurs de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé, est résolument engagé à créer les conditions d'amélioration de la gouvernance des pêches
grâce à l'adoption et à la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources marines et côtières afin de réduire et éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières, de renforcer les outils et les initiatives de gestion durable des ressources marines et côtières, de promouvoir les moyens de subsistance durable à travers les activités génératrices de revenus. Le Séné Camara, ministre de la Pêche, au micro de Abdul Karim Camara. L'intégralité, c'est tout à l'heure en fin d'édition. Troisième titre de l'actualité ce soir, cette rencontre hier à la RTG Coloma pour parler de nouvelles orientations dans la promotion culturelle. Un seul critère désormais pour qu'un clip passe sur nos antennes, il faut qu'il reflète la culture guinéenne. Un droit de veto du directeur général pour sauver ce qui peut l'être encore. Compte rendu de la rencontre, Younous Atawen Camara. Depuis quelques années, le constat révèle que la culture guinéenne a tendance à perdre son label sur le plan international. Les chansons, les pas de danse et même accoutrements ne reflètent pas de la culture des Guinéens. Pour corriger cette dérive, le directeur général de la RTG Coloma rencontre les artistes et promoteurs culturels afin d'échanger sur le sujet. La direction générale de la RTG a l'intention de valoriser et de vendre les images du patrimoine culturel guinéen sur le paysage médiatique mondial. La télévision nationale n'est pas comme la télévision privée. Nous sommes une télévision nationale guinéenne qui promeut exclusivement la danse, la chanson, le geste guinéen. On voit des clips des artistes, ils chantent Maninka, ils chantent Soso, ils chantent Poulard, mais quand ils dansent, la danse n'est pas guinéenne. Ou bien, ils chantent Soso, ils chantent Maninka, ils chantent Poulard, ils chantent Guerzé, ils dansent Guerzé, ils dansent Soso, ils dansent Poulard, mais leur accoutrement, leur habillement n'est pas guinéen. À partir du 1er janvier 2015, aucun clip ne passera sur la télévision guinéenne si l'artiste ne chante pas guinéen, c'est-à-dire il chante Guerzé, Kissien, Soso, Maninka ou Poulard. Si en même temps il ne danse pas guinéen, si en même temps il n'est pas habillé comme un Guinéen. Pour mieux respecter cette nouvelle stratégie de la RTG, les artistes et promoteurs décident de mettre en place une commission de censure des clips avant leur passage sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. Nous serons dans la commission qui va travailler dessus et nous serons rigoureux pour respecter cela parce que notre identité culturelle reflète cela. C'est pas pour nous, c'est pour la génération montante parce qu'aujourd'hui, guinéenne, tu vas demander à la génération actuelle. Je ne peux pas l'expliquer, mais désormais qu'on dise qu'il faut chanter guinéen, il faut danser guinéen, il faut s'habiller guinéen, pourquoi même pas l'expliquer? La musique on fait l'expliquer, donc c'est presque une école qu'on est en train d'ouvrir pour la génération montante. La nouvelle décision de la direction de la RTG va permettre sans nul doute aux téléspectateurs de consommer les produits purement guinéens. Et puis cette page noire pour dire que le corps du chef de mission d'urgence des Nations Unies pour la riposte à Ebola en Guinée a été rapatrié ce matin vers son pays natal, le Rwanda. Une grande délégation gouvernementale était à l'aéroport de Conakry. Elle était conduite par le Premier ministre. Le point avec Adi Camara. Les efforts en cours permettront d'inverser rapidement la tendance. L'installation des comités villageois de veille et de surveillance permettront la remontée rapide. Voilà l'extrait du discours que notre regretté Marcel Kanyankouré a prononcé au Palais du Peuple le 30 octobre 2014 à l'occasion de la célébration de la journée du système des Nations Unies. Cette voix s'est éteinte à jamais la nuit du dimanche. Le défunt était le chef de mission d'urgence des Nations Unies pour la réponse à Ebola en Guinée. Très tôt ce matin, membres du gouvernement, collaborateurs et autres personnels du système des Nations Unies étaient tous mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Monsieur Marcel, au péril de sa vie, est venu s'investir aux côtés du gouvernement guinéen et tous les acteurs qui œuvrent dans la riposte contre Ebola. Et c'est dans ces circonstances qu'il a perdu la vie. Donc, le peuple de Guinée
travers son gouvernement, en particulier le chef de l'État, reconnaissant pour cet effort au système des Nations Unies et pris pour le repos de son âme. Et nous souhaitons que son exemple inspire d'autres. En tout cas, il laisse derrière lui un peuple qui est mobilisé derrière le chef de l'État, pour que la cause pour laquelle il est venu s'investir en Guinée puisse être entendue, pour que ce combat soit remporté. Et si nous arrivons à ça, je crois que même dans son paradis, M. Marcel relèvera la tête. Le système des Nations Unies vient de perdre un homme fort, engagé. Mais comme vous le savez, il part, il avait fait juste quelques jours ici, mais il avait déjà marqué. Sa présence avait déjà montré beaucoup de résultats. Et pour nous, en tant que collègues, amis et frères, sœurs, nous allons continuer sur le chemin qu'il avait déjà tracé. Et nous espérons que d'ici, dans les jours qui viennent, on pourra montrer que la cause pour laquelle il était venu en Guinée était une raison pour laquelle le système des Nations Unies s'était engagé et que nous allons avoir des résultats. Nous l'espérons. Il a été le représentant de l'UNICEF dans ce pays, qu'il a beaucoup aimé. Et j'ai aussi servi dans son pays, au Rwanda, pendant plus de 3 ans. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, je suis soulagée de voir qu'il peut retourner au Rwanda, à Kigali. Et je remercie les autorités guinéennes de toutes les facilités qu'ils nous ont données et de l'honneur qu'ils lui ont donné aujourd'hui pour pouvoir se rendre dans son dernier séjour au pays des 1000 collines. Profonde tristesse. Profonde tristesse. Marcel, parmi nous, fut tout d'abord un frère, un ami, mais un grand leader, un grand manager. Les quelques semaines qu'il a passées en Guinée ont permis de faire la différence. Oui, comme vous pouvez comprendre que c'est une occasion qui est très émouvante pour nous tous. Mais comme l'a dit la chef de la mission pour la riposte contre Ebola, nous sommes aussi soulagés parce qu'il va pouvoir rejoindre sa dernière demeure, il va pouvoir rejoindre sa famille. J'en profite aussi pour remercier le gouvernement pour toutes les facilités qu'ils ont mis à notre disposition afin qu'il puisse bien joindre sa famille. C'est après le recueillement suivi du rythme de la Numba exécuté par la fanfare nationale que le corps de Marcel a été embarqué à bord de cet appareil des Nations Unies, destination le Rwanda, pays qui a vu naître l'illustre disparu en 1955. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est l'heure du grand repos pour un autre grand guerrier. François Falcon a regagné sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Cameroun. Auparavant, son corps avait été exposé au musée national. François Falcon travaillait à l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Repose en paix, François. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain.